Alors, cette séquence va nous emmener sur un nouveau front, si je puis dire, des démarches de participation, un front essentiel, celui de l'expertise d'usage. Elle est de plus en plus présente à travers les interventions pairs, on en a parlé ce matin, on en reparlera tout à l'heure, mais aussi sous d'autres formes, sous d'autres formats. L'enjeu, bien évidemment, c'est de savoir comment porter cette expérience d'usage et aussi comment l'intégrer pour la faire dialoguer avec les organisations, avec l'amélioration de l'offre et des services. On va en parler ensemble tout au long de cette séquence-là avec nos porteurs de projets et porteuses de projets. Comme d'habitude, vous pouvez encore et toujours poser vos questions sur le chat. N'hésitez pas à le faire, ils et elles seront là pour y répondre. Et avec notre expert qui est en lien avec nous par visio notamment, Sandra Logier qui est avec nous. Sandra Logier, vous nous entendez? Bonjour, merci beaucoup. Oui, vous m'entendez? Oui, on vous entend. On vous entend. Merci. Vous êtes philosophe, professeur à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, auteur de nombreux ouvrages, notamment sur la notion d'éthique du care que vous avez contribué à beaucoup étayer, mais aussi sur des études de genre, sur la désobéissance civile. On peut citer de nombreux ouvrages, Le souci des autres, éthique et politique du care, L'éloge de l'ordinaire, plus récemment Nos vies en série. Vous nous faites l'honneur de nous accompagner pour cette session, une session où je pense qu'il y a véritablement dans cette expertise d'usage beaucoup de résonance avec les travaux que vous avez pu conduire. Vous définissez le care, et je vais lire cette définition parce que je la trouve très lumineuse, comme l'entretien des activités quotidiennes auxquelles on ne prête pas attention et qui sont pourtant essentielles. C'est faire place aux soucis des autres, pas seulement comme un affect, mais comme une activité. Dans quelle mesure ce care a-t-il pour vous contribué dans ce cadre à valoriser et faire reconnaître une expertise d'usage dans le champ du handicap et du grand âge? Je me suis intéressée à l'éthique du care d'abord comme philosophe moral parce que c'était pour moi une approche qui était tout à fait singulière dans le plan de l'éthique, hein, avec cette attention aux activités quotidiennes et à des activités qui sont sous-évaluées, qui sont souvent invisibilisées. Et donc, c'est ce qu'entendait le mot care. Alors, c'est un mot anglais, c'est vrai que ça peut parfois étonner, mais c'est vrai que c'est un mot qui permet à la fois de renvoyer à cette attention affective à autrui et aussi aux activités de care, au travail de care. Et donc, dans tout mon travail sur le care, ce que j'ai voulu faire, c'est montrer à quel point les personnes qui exerçaient cette activité devaient être reconnues pour leur travail, pour leurs compétences, mais aussi faire reconnaître les personnes vulnérables comme ayant une compétence et un savoir lié à cette vulnérabilité elle-même. Et c'est vrai que ça n'est pas évident, puisque quand on parle de vulnérabilité, quand on essaye de mettre l'accent sur la vulnérabilité, comme c'est le cas de façon beaucoup plus claire dorénavant, en particulier depuis, par exemple, la pandémie de Covid, c'est vrai que si on insiste sur la vulnérabilité, on a du mal peut-être à affirmer que les personnes vulnérables vont avoir une expertise et vont vouloir agir en fait sur leur propre sort, sur leurs propres conditions de vie. Et donc c'est très important. Et du coup, je vous remercie beaucoup de me permettre de mettre ensemble en fait le care, le souci d'autrui et la vulnérabilité et l'expertise, la participation, parce que là, il y a un enjeu complètement nouveau, puisqu'on n'a pas forcément l'idée qu'une personne vulnérable, donc que ce soit une personne handicapée ou une personne en situation de dépendance, qu'elle ait en fait ce droit citoyen à participer aux décisions qui la concernent. Quelles limites, je dirais, est-ce que vous voyez aujourd'hui à la reconnaissance de cette expertise d'usage, et dans quelle mesure les démarches, les dynamiques de participation, on en parle depuis ce matin, peuvent-elles contribuer à mieux la valoriser, à mieux la partager aussi? Alors, je crois qu'en principe, il n'y a pas de limite, tout simplement parce qu'il n'y a pas de limite à la citoyenneté. Et donc, le fait d'être concerné par une situation, et justement, c'est ce que dit aussi la philosophie de la démocratie, notamment John Dewey, un penseur américain, qui a dit que le fait d'être concerné par une situation donne une compétence pour prendre des décisions. Mais les limites, elles sont matérielles. On le relevait tout à l'heure, Madame Bursin le disait. C'est vrai que si une personne n'est pas mise en
conditions, hein, en capacité de participer, par exemple, parce qu'elle ne peut pas se rendre à un débat ou qu'elle ne peut pas s'exprimer. Donc là, il y a vraiment des limites. Donc, ce qu'il faut, c'est vraiment, là, c'est un enjeu démocratique de rendre possible la participation de toutes les personnes qui sont concernées. Et bien sûr, il y a des limites matérielles, physiques, on l'a dit, mais il y a aussi des limites politiques, morales dans la société qui font qu'on ne va pas forcément écouter les personnes, par exemple, très âgées ou très vulnérables. Et donc, ce qui est très important, c'est de casser ces limites et de se donner les moyens, en fait, de les entendre et de prendre en compte, en fait, leur citoyenneté. Merci pour ces premiers éclairages. Vous restez avec nous, bien évidemment, tout le temps de Oui, cette bien sûr, séquence-là c'est et vous passionnant. réagirez aux différents projets comme les autres experts. Là encore, je le répète, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat aux différents porteurs de projets qui vont nous rejoindre et qui sont déjà avec nous, puisque nous en avons 4 ici qui vont accompagner les 2 premiers projets qu'on va voir. On va commencer en allant du côté de l'Ardèche avec vous, Anne Fargier-Amouze, directrice de la Fédération des maires de l'Ardèche, et Anaëlle Cagnard, responsable de l'innovation sociale de l'ADMR Ardèche. Et on va parler avec vous d'étonnants porteurs de récits qui se baladent en Ardèche un petit peu pour recueillir la vie, les attentes, les besoins aussi des personnes âgées à domicile. Cette ADMR, pour en dire quelques mots, elle représente 14 associations, dont 11 associations d'aide à domicile, qui maillent le territoire, plus de 800 salariés en tout. Et l'innovation, c'est quelque chose que vous connaissez bien, puisque vous avez déjà été, il y a quelques années, pionnier dans ce qu'on a appelé les équipes solidaires de proximité qui apportent de l'autonomisation là aux professionnels de l'aide à domicile pour s'organiser, pour accompagner les personnes au domicile. Vous avez décidé de prolonger cet élan donc avec ces porteurs de récits qui évidemment là encore répond à un appel à projet de la CNSA. L'objet est de recueillir des récits de vie mais aussi les besoins des bénéficiaires à domicile que vous accompagnez, de mettre ces expériences, ces expertises d'usage aussi au service d'une optimisation derrière de l'offre et des services que vous pouvez proposer. Vous allez nous expliquer ça, mais avant je voudrais peut-être vous demander comment est-ce que qu'est-ce qui rend encore aujourd'hui difficile le déploiement de cette démarche, de cette culture même de la participation dans le secteur de l'aide à domicile? Alors effectivement, c'est aujourd'hui encore difficile, c'est délicat effectivement de parler de participation à domicile pour les personnes vulnérables, très âgées. Ça a été un sujet longtemps impensé et particulièrement empêché, impensé par les personnes elles-mêmes. Ça a été dit juste maintenant pour des questions de légitimité, de conscience qu'elles ont des compétences sur leur propre vulnérabilité qu'elles pourraient partager, qui pourraient être utiles. Les questions d'image de soi, d'agisme, on en a parlé ce matin, des conditions pratiques, matérielles. L'image aussi qu'elles peuvent avoir de nos missions, nous, services à domicile. Et donc, impensée aussi, du coup, par notre organisation, par nos institutions. Aussi pour des questions de légitimité, les services à domicile sont le fruit d'une histoire longue, mais une évolution très rapide sur la professionnalisation récente, avec un champ du médico-social qui est assez récent. Voilà. Et empêché aujourd'hui particulièrement pour des situations RH, avec des postes vacants, des listes d'attente, quand un planning ne nous permet pas aujourd'hui d'assurer le coucher de monsieur, l'aide à la toilette de madame, la question de la participation, les professionnels y sont un peu moins sensibles, moins disponibles. Un point aussi qui peut empêcher cette question dans le domicile, c'est notre mode de financement. La particularité des services d'aide à domicile dans le champ du médico-social, c'est que nous sommes des établissements facturés, financés à l'heure prestée à domicile. Et donc, sur des plans d'aide définis qui ne permettent pas une approche globale de la personne. Et donc, par essence, la question de la participation, c'est tout ce qu'il y a autour de la personne. Voilà. Donc, s'engager sur la participation, ça suppose un ancrage politique fort de nos CA, un accompagnement des équipes par la sensibilisation, la formation, voilà. Aller vers, nous savons faire à la DMR.
Maintenant, la participation des personnes concernées, elle doit s'appuyer sur une stratégie. Et c'est ce qu'on a essayé de faire, effectivement, à la DMR en Ardèche. Alors, comment est-ce que vous avez pensé la réponse à cet appel à projet? On va voir avec cette initiative très, très originale. Et pourquoi est-ce que vous n'êtes pas allé sur, je dirais, une approche plus simple, comme par exemple la mise en place d'un CVS qui peut se faire ailleurs? Alors, l'appel à projet lancé par la CNSA, ça a été vraiment une opportunité pour nous. Presque un point zéro pour se dire, mais bien sûr qu'on est concerné par la participation des personnes que l'on aide et on doit s'investir dessus. C'était une suite logique, vous l'avez dit, on a transformé nos organisations en équipes solidaires de proximité. Il y a 3 ans, les aides à domicile n'avaient pas de collectif de travail et aujourd'hui, nous avons 80 équipes sur l'ensemble du département qui se voient tous les 15 jours et qui travaillent vraiment sur ces notions-là. Donc, travailler le pouvoir d'agir des professionnels, ça avait été un début. Pour qu'elles aient un impact sur leurs conditions de travail, il fallait, d'un point de vue systémique, qu'on aille sur le parallèle des pouvoirs d'agir des personnes qu'on accompagne. Donc, on a imaginé le Conseil des porteurs de récits. On s'est dit, on ne sera peut-être pas retenu par la CNSA, mais quelle belle aventure que de répondre à cet appel à projet. Donc on l'a fait d'un mode participatif, en intelligence collective. Et voilà, on a imaginé, effectivement, accompagné par une agence de design social Les Beaux Jours, un nouveau dispositif. Et alors, les CVS, on y a pensé, bien sûr. Alors, une instance collective de participation, ça suppose de se déplacer, d'être regroupé, et on l'a dit, à domicile. Eh bien, il y a des problématiques de mobilité. De par la caractéristique des personnes qu'on accompagne. Nos vallées ardéchoises, elles sont magnifiques, mais pour se déplacer, ça prend du temps, de l'énergie. Voilà. Et puis, quel sens cela pouvait avoir pour des personnes qui sont isolées dans leur domicile et qui ne font pas commun, qui ne partagent pas une résidence, quel sens de se retrouver, voilà. Et puis après, nous, on est un peu rêveurs en Ardèche. L'appel à projet, c'était innovation. Donc, on s'est dit, allez, on invente autre chose. Vous avez bien rêvé, beaucoup rêvé avec ces porteurs de récits. C'est des binômes qui vont au domicile pour recueillir les récits. Et puis après, il y a tout un comité pour justement essayer de recueillir, d'analyser et de faire des solutions à partir de ces récits. Je vous laisse nous raconter un petit peu cette belle aventure. Oui, tout à fait. Alors, le porteur des récits, c'est effectivement des binômes volontaires de bénévoles ADMR et de salariés d'intervention à domicile qui ont reçu une formation pendant 2 jours, notamment d'acculturation au concept de l'autodétermination, de la participation des personnes, et qui ont construit d'ailleurs pendant les 2 ans d'expérimentation des outils ensemble à la conduite d'entretien, au recueil de la parole, à l'accueil de l'autre en fait. Ces binômes partent à domicile pour des entretiens d'environ 1h30 et vont rencontrer en fait la personne aidée dans son lieu de vie. Et c'est aussi ça, un des partis pris du projet, c'est que nous nous appuyons évidemment sur l'entretien avec la personne, mais aussi sur ce que nous pouvons voir chez elle, comment nous sommes reçus, quels sont les objets qu'elle choisit de partager avec nous qui sont importants pour elle. Ça a beaucoup fait écho tout à l'heure quand j'entendais la différence entre le recueil de la satisfaction et le recueil de l'expérience. Et c'est vraiment ça que font les porteurs de récits avec un entretien semi-directif qui est guidé justement grâce à un guide d'entretien, mais qui permet vraiment à la personne de délivrer, de déposer et de transmettre donc ce qu'elle a envie de transmettre. À la fin de cet entretien, une fiche de synthèse est remplie par les porteurs avec la personne, et c'est cette fiche de synthèse plus l'expérience des porteurs de récits qui va circuler en fait dans toute notre organisation. Effectivement, tous les 3 mois, tous les porteurs de récits du département se retrouvent en conseil des porteurs de récits. Donc ce matin, j'ai entendu la consultocratie à la française. Bon ben voilà, on a formé un nouveau conseil, nous aussi en Ardèche. Et ce conseil des porteurs de récits, c'est un espace d'analyse, de synthèse, de repérage des signaux faibles, mais aussi de supervision et de formation des porteurs. C'est vraiment l'endroit de valeur ajoutée et de mise en discussion de tout ce qu'on a pu voir. Ensuite, ils confient leur travail à la commission développement, que nous avons créé durant cette expérimentation, qui va imaginer des nouvelles offres, des nouveaux services, des transformations. Et puis,
C'est aussi toute cette matière qui va nourrir notre démarche d'amélioration continue de la qualité et qui va atterrir aussi dans notre conseil d'administration fédéral, qui va écouter, lire, s'acculturer pour pouvoir nourrir ces décisions stratégiques. Évidemment, pour que la boucle de la participation soit complète, toute cette matière va être retournée aussi aux bénéficiaires pour leur expliquer en quoi leur implication dans ce dispositif a eu un effet et je l'espère bientôt on pourra documenter des impacts. Comment est-ce que, alors je crois que c'est 5 à 7 binômes qui se sont créés en tout, il y a une cinquantaine de personnes qui ont été visitées, si je puis dire, et dont les récits ont été recueillis. Comment est-ce que ça se passe concrètement, ces 2 heures, 7h30, 2 heures, des retours que vous avez? Il y a un guide d'entretien, c'est juste une discussion, juste avec la personne, il peut y avoir son entourage, voilà. Tout ce que vous avez dit peut arriver. En fait, l'entretien chez la personne, c'est aussi la première entrée, c'est comment la personne a décidé de nous recevoir. Donc, est-ce qu'elle nous accueille seule ou accompagnée? Vous avez raison. Est-ce qu'elle nous accueille avec un café, des gâteaux, ou est-ce qu'elle nous accueille sur un coin de table? Est-ce que cette personne, on lui propose à l'avance de préparer des objets qu'elle aurait envie de nous montrer et qui sont importants pour elle, ou des choses, ou des lieux. Qu'est-ce qu'elle nous montre? Il y en a qui préparent des gâteaux, vous m'avez dit. Oui, tout à fait. Qu'est-ce qu'elle nous délivre? Et puis, le guide d'entretien est vraiment conçu pour... on se base sur le récit de vie de la personne, on lui demande de se raconter. Au travers de son récit de vie, on construit vraiment son histoire aussi et la manière de se présenter aux autres. Et on a travaillé avec une sociologue, Elvire Bornand, qui nous a vraiment aidé à construire ce guide d'entretien sur ok, le récit c'est facile, parler de ce qu'on a été et à un moment plutôt brillant de notre vie, c'est facile. Mais comment parler maintenant de son expérience quotidienne? Comment est-ce qu'on peut filer à partir du récit et passer sur le présent? Que vivez-vous aujourd'hui? Et encore plus difficile, mais élément clé et vraiment majeur de notre dispositif, comment parler de l'avenir quand on a plus de 85 ans, qu'on est à domicile, qu'on est aidé quotidiennement? Quelle est notre pensée de notre avenir? Quelles sont encore nos envies? Quelles sont nos craintes? Quelles sont nos joies? Et c'est à cet endroit-là qu'on vient toucher quelque chose de sensible et qui permet vraiment de nourrir l'amélioration de notre accompagnement. Il y a une chose que vous m'avez dite, c'est qu'au début, vous aviez un peu, vous briefiez un peu les binômes sur qui était la personne, etc. Et qu'au bout d'un moment, ils vous ont dit, c'est pas forcément une bonne idée. Pourquoi? Tout à fait. Pourquoi? Parce que quand on arrive avec une idée préconçue de la personne qu'on va rencontrer, qui en plus a été construite par des acteurs de son accompagnement, on ne laisse peut-être pas suffisamment de place à la rencontre telle qu'elle va être vécue en réciprocité. Et c'est une des valeurs de notre réseau national, la réciprocité. C'est quand la personne accueille des porteurs de récits chez elle, c'est vécu comme une expérience particulière, une parenthèse dans le temps. Ce n'est pas un moment d'aide, ce n'est pas un moment de soutien, ce n'est pas un moment qui correspond à des besoins, vous avez employé le mot besoin. C'est vraiment parce qu'elle le souhaite, elle l'a accepté, elle en a eu envie. Et là, il va se passer quelque chose vraiment aussi qui résonne dans l'humanité des personnes qui se rencontrent. Et donc, avant d'y aller, je n'ai pas besoin de savoir quel est l'historique de la personne, quels sont aujourd'hui peut-être ses problèmes avec le service, si elle vit seule ou non. En fait, cette personne va me le décrire si elle en a envie. Alors, vous avez augmenté, je dirais, un peu la démarche en faisant appel à des artistes ardéchoises, une dizaine d'artistes ardéchoises qui ont accompagné les binômes sur le terrain pour écouter et puis traduire avec leur visuel. Au début, vous avez pensé une compagnie de théâtre, mais voilà, maintenant on est vraiment, et ça a donné cet ouvrage, hein, le Conseil des porteurs de récits, dans lequel il y a, voilà, chaque histoire est racontée avec des dessins. C'est vraiment étonnant et fantastique. Et alors je pourrais tourner les pages hein, et vous le montrer, mais on ne voit pas bien à l'écran. La meilleure façon, c'est qu'on a fait un petit motion design, une petite animation sur une de ces artistes. C'est Cecilia Pepper qui a accompagné des binômes sur un recueil de récits. On va voir ça en image tout de suite et on en parle après.
Mohamed et Alexandra, qu'on va voir tout à l'heure, sont plongés dans le livre, hein, d'ailleurs. Vous pouvez le garder peut-être. Comment s'est fait le lien avec tous ces artistes et comment est-ce que vous allez valoriser la production artistique de cette démarche? Alors, on a publié un appel à candidature aux artistes. On avait très envie de travailler avec des Ardéchois et des Ardéchoises. On a reçu plusieurs candidatures et un jury composé de membres du projet a choisi en fait, les artistes qui ont participé à l'album. On les a réunis 2 fois et c'était vraiment pour ces artistes un coup de cœur de travailler sur ce projet. Pour nous, c'était très important d'avoir un élément de valorisation. Parce que nous nous sommes dit que la participation, l'autodétermination, c'était chouette de le faire, de le dire, mais il fallait qu'on le fasse savoir pour que les personnes puissent aussi s'emparer de ce sujet et venir nous voir. Et puis c'était important pour nous d'avoir un outil de pédagogie, donc c'est pour ça que cet album, c'est vraiment un objet pour valoriser cette démarche, pour valoriser ces entretiens, cette parole qui appartient à un instant, elle est ancrée dans cet objet. C'est pour ça qu'on voulait un bel objet. Voilà. C'est un bel objet. Et ça nous permet de valoriser la démarche en le remettant aux bénéficiaires, aux personnes aidées qui ont participé à ce dispositif, mais aussi aux salariés d'intervention à domicile de notre réseau qui vont pouvoir le recevoir. Et on attendait du coup de pouvoir aussi partager cette petite vidéo pour faire encore plus de médiation en fait, autour de ce dispositif. Donc c'est un objet pour rendre compte, valoriser et rendre visible la parole de ces personnes aidées à domicile. Vous allez aussi le mettre dans les médiathèques et les bibliothèques aussi d'Ardèche et c'est important que le milieu ordinaire aussi s'inspire de ce type d'initiative. On voit comment justement cette co-construction elle peut se faire justement et cette expertise du jazz elle peut être valorisée à l'échelle d'une offre de services comme la vôtre. Elle se joue aussi dans le quotidien des établissements et ça on va le voir avec notre autre projet porté donc par Alexandra Mathieu et Mohamed Demey qui sont avec nous. Alexandra Mathieu, directrice de l'EHPAD André Compin en Nouvelle-Aquitaine et Mohamed Demey, éducateur en charge de la section vidéo de l'IME Ma Campagne. Votre établissement EHPAD, c'est 80 lits avec une ambiance familiale, vous le voulez comme tel, un chantier de rénovation des bâtiments assez ample que vous avez engagé. D'ailleurs, vous étiez venu déjà pour parler sur un autre appel à projet de la CNSA associé au design social pour lequel vous aviez refait complètement toute la signalétique de cette EHPAD de manière très originale. Et la participation, c'est vraiment une dynamique que vous portez, là, vous aussi, depuis un certain temps, des rencontres régulières, un café des familles, ce nouveau chantier, cette architecture que vous avez vraiment construit de manière participative avec les résidents. Et là, pour ce projet, pour la réponse à cet appel à projet de démocratie en santé de la CNSA, vous avez choisi de vous centrer sur un objet que tout le monde connaît dans la vie d'un EHPAD, c'est le livret d'accueil. Quand on arrive et quand on s'intègre, on a ce livret d'accueil et vous avez dit, on va peut-être essayer de le penser autrement, de le faire autrement et de le faire autrement ensemble. Qu'est-ce qui vous a conduit à vous mobiliser sur cet outil du livret d'accueil et comment est-ce que vous vouliez le penser autrement ? Alors déjà, l'idée de revoir le livret d'accueil, il ne vient pas de l'institution et de la direction. Ça a émergé en fait lors d'une réunion avec les résidents en fait, autour d'une thématique et d'un échange sur la démocratie en santé et notamment le sujet de comment améliorer l'expérience d'accueil au sein de notre établissement. Très vite, les résidents, effectivement, se sont orientés vers le livret d'accueil, qui est effectivement, je pense, un des outils de la loi de 2002 qui est le plus connu de nos résidents. Et ils ont porté très rapidement un regard très critique sur ce format papier du livret d'accueil. Donc, effectivement, je pense que l'idée a émergé à ce moment-là, de se dire comment on peut repenser le support qui est effectivement peu accessible pour des personnes âgées, très clairement. Donc voilà, en partant de cette idée-là, on a très vite compris que le format vidéo était sans doute le plus adapté pour un livret d'accueil. Donc on a monté et constitué en fait un travail avec les résidents là-dessus. Un projet intéressant parce que écriture avec les résidents, tournage avec les résidents et l'équipe vidéo de l'IME Ma Campagne. Vous êtes à 2 km, hein, donc vous n'êtes pas bien loin. Comment vous vous êtes retrouvé embarqué, si je puis dire, dans ce projet-là et comment vous l'avez reçu ?
C'est que déjà, on avait travaillé ensemble sur... des marchés de Noël, notamment. Oui, le marché de Noël. Et puis, je pense que ça vient de là. Tout ça, ça c'est... les choses sont faites naturellement, quoi. On va voir justement comment les choses se sont faites naturellement. Je vous laisse nous parler un peu de ce projet, puis on verra en image un peu comment le tournage s'est fait. Je vous laisse nous le raconter. Ah oui. Donc l'idée, effectivement, c'est de réinventer le livret d'accueil pour qu'il puisse être plus accessible, effectivement, pour des personnes âgées. Donc l'idée, c'était effectivement de pouvoir identifier des thématiques avec les résidents. Et l'idée principale, c'est que ce soit les résidents qui soient au cœur du projet, qui puissent identifier en fait des choses qui leur parlent à eux et qui auraient pu leur manquer en fait au moment où ils sont rentrés. Donc réellement, la création du livret d'accueil, on s'est dit qu'il fallait que ce soit des petites vidéos courtes, que les gens puissent repérer des thématiques très claires, qu'elles puissent y revenir plus tard si elles n'ont pas eu le temps d'y regarder au moment de l'entrée. Donc plusieurs vidéos courtes. Donc l'intérêt en fait de ce dispositif, c'est faciliter l'accès et l'appréhension en fait, de l'outil par les personnes âgées d'une part, permettent également une diffusion beaucoup plus large au niveau des proches notamment qui sont concernés par la démarche, parce que quand on donne un livret d'accueil, on n'en remet souvent qu'un, mais il y a plusieurs, il y a un résident, il y a de la famille, des proches, donc là ça permet effectivement de diffuser même aux personnes qui peuvent être éloignées pour pouvoir se renseigner, comprendre comment l'établissement fonctionne. Et surtout, moi ce qui me tient à cœur aussi, c'est que là on va avoir un regard effectivement qui va être transparent et sincère sur le fonctionnement de l'établissement. Un livret d'accueil, c'est souvent un document qui est institutionnel, avec des informations qui sont forcément valorisantes d'un point de vue institutionnel. Et là, l'idée, c'est que ce soit le fonctionnement de l'établissement vu par nos résidents, expliqué par les résidents, avec ses avantages, ses qualités, mais également ses défauts. Et là, je pense que c'est particulièrement intéressant d'avoir cette approche transparente pour les futurs usagers de l'établissement. Donc voilà l'objectif et les intérêts recherchés dans cette démarche-là. Après, bien évidemment que ce qu'on veut, c'est un objet final qui soit pertinent, utile pour les futurs usagers, mais en fait pas que. Toute la phase de conception, le processus en fait, de réalisation est particulièrement aussi important pour nous et pour nos résidents. Et du coup, nous, ça a été une évidence en fait, de nous rapprocher de l'IME Ma Campagne. C'est un partenaire avec qui on travaille déjà, avec qui on a effectivement travaillé sur une vidéo sur un marché de Noël qu'on avait fait ouvert à l'extérieur. Donc on a déjà une belle collaboration ensemble. Donc c'était une évidence de faire appel à eux. Et ça permet effectivement d'être dans une démarche intergénérationnelle, inclusive et participative, ce qu'apprécient réellement aussi les résidents. Donc l'idée, effectivement, c'est qu'on accueille donc, les jeunes de l'IME et ensuite que tout le monde participe à la démarche. Donc on va avoir effectivement des résidents qui vont être là pour identifier les thématiques lors de rencontres avec les jeunes. Ensuite, ils vont avoir le choix. Certains ne vont pas être à l'aise pour être filmés, pour faire les interviews avec les jeunes. Mais ils vont pouvoir effectivement peut-être faire un petit peu de prise de son, peut-être effectivement faire un petit peu de vidéo, en tout cas en fonction de leur capacité bien évidemment, et on s'adapte à tout ça. Faire partie aussi de la séance de montage des mini-vidéos, puis bien évidemment des choix des thématiques. Donc voilà, donc tout ça, il y a un processus de participation où le résident il est acteur de la démarche, donc ça c'est particulièrement intéressant. Et voilà, et puis une démarche surtout avec les jeunes de l'IME, où il y a un vrai projet aussi, je pense, pour eux. Donc c'est les jeunes qui réalisent les interviews de nos résidents, donc là aussi encore une étape très bénéfique, je pense, dans l'échange et ce qu'on peut retrouver effectivement dans la construction. Donc voilà, effectivement, pour... Et le calendrier du projet, c'est... Et le calendrier, donc là, on a débuté, donc nous, on a été notifié effectivement en octobre 2023. On a commencé dès novembre sur des premiers entretiens. Alors là, c'est les premiers entretiens qu'on n'a pas souhaité filmer dans la démarche et le processus de création, avec le lien entre les jeunes et les résidents se crée progressivement, qu'ils apprennent à se connaître, qu'il y ait plus de fluidité dans les échanges. Donc on a fait des premières réunions comme ça de rencontres. Et ensuite, on a commencé effectivement début 2024 à faire des réunions et des échanges sur le choix des thématiques. Donc là encore, le regard aussi des jeunes de l'IME, c'est important parce qu'eux aussi, en fait, on partage les mêmes outils que nous, le livret d'accueil, voilà, tous les outils de la loi de 2002, ils les partagent comme nous. Donc eux aussi peuvent avoir un regard sur les questionnements
qu'on peut se poser sur l'entrée en institution, voilà, l'intégration sur les premières semaines, les premiers mois, et la vie dans un établissement. Donc c'est aussi très important que ces échanges se créent. Et voilà. Donc là, on a commencé après, depuis cet été, à faire les premières prises de vue et les premières interviews. Donc là, on devrait poursuivre sur la fin de l'année et en principe, au mois de janvier-février, on devrait avoir finalisé tout ce qui va être visionnage et montage et avoir nos rendus finaux pour février. On va avoir un making-of justement de ces premières étapes de travail entre les jeunes de l'IME et les résidents de l'EHPAD Compiègne sur ce projet hollywoodien de livret d'accueil. On regarde ça tout de suite en images. Alors, explique-moi un petit peu, tu as quel âge déjà, gamin? 15 ans. 15 ans, d'accord. Toi, tu es déjà venu avec moi en maison, enfin en EHPAD de Saint-Michel. Oui, j'en ai déjà été, oui. Et raconte-moi un petit peu cette expérience qu'elle va continuer. C'est ma première fois, c'est la première fois que j'ai jamais été en EHPAD. Ouais. Voir les personnes âgées, c'est la première fois et c'est un test. Et j'ai réussi et j'ai même pas peur. D'accord. J'aimais bien que les personnes âgées racontaient leur passé du travail qu'ils ont fait quand ils étaient plus jeunes. Et bon, ça m'a plu. Et j'ai envie de recontinuer avec toi. D'accord, très bien. Eh bien, écoute, tu sais de quelle étape qu'on va entamer là maintenant, après avoir été rencontrer les résidents de l'EHPAD et là maintenant, qu'est-ce qu'on va faire concrètement? Là maintenant, on a filmé un petit peu et là... On va faire un livret de famille. Non, pas un livret de famille. Comment ils appellent ça? Un livret d'accueil de vidéo. Oui, voilà, oui, un livret d'accueil. Et pour faire un livret d'accueil, il faut faire quoi? La vidéo. Oui, bien sûr, mais est-ce qu'il faut poser des... Faut poser des questions. On va interviewer les personnes âgées. Les personnes âgées. D'accord, ouais, on va interviewer les personnes. D'ailleurs, toi, tu vas aussi interviewer les personnes. Alors, ça te fait quoi d'interviewer les résidents de l'EHPAD ou leur famille? Je sais pas, ça fera bizarre. Demain, parce que, je sais pas, ça fera un peu bizarre de parler, d'interviewer les personnes âgées, ça fera un peu bizarre. D'accord. Mais est-ce que tu es prête, tu as envie de le faire? Oui. D'accord. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Jennifer. Et puis, on va y aller jusqu'au bout, hein? Oui. Hein? It's all the same, some things never change. I couldn't stop and say no. Comme je le disais, il y a vraiment tous les aspects de la vie au quotidien que vous êtes allé fureter, filmer, chercher avec les... Comment s'est fait le lien avec les jeunes et qu'est-ce qui les marque le plus dans cette expérience? Je pense que justement, le fait de pouvoir vivre des moments comme ça en EHPAD, ça les a beaucoup aidés. Parce que l'objectif, c'était aussi de créer un lien. Et donc de pouvoir vivre, par exemple, là, la distribution le matin, des choses comme ça. Eh bien, ils le vivent. Moi, je suis agréablement surpris parce que, franchement, il y a de la motivation, il y a l'envie d'y aller au bout, de surpasser. Parce que l'atelier vidéo, ça reste un outil d'accompagnement. Donc, derrière, on va travailler beaucoup de choses, la confiance en soi. Voilà. Donc, franchement, ce côté-là, il y a de la complicité qui se fait transgénérationnellement? Oui, parce que justement, l'objectif, ce n'était pas d'y aller directement réaliser un livret d'accueil, c'était pas du tout ça. Au début, c'était aussi de pouvoir se rencontrer sans caméra, discuter, parler de l'histoire de chacun. Et puis du coup, on est devenu, le groupe vidéo, quand il arrive à l'EHPAD, on fait partie un peu du décor. Du coup, et ce qui va, à mon avis, ce qui va faire du produit quelque chose d'authentique, quoi. C'est-à-dire, on n'est pas là pour réaliser juste une prestation et repartir. Non, il y a plein de choses à travailler autour de ce projet-là. Et puis, franchement, les jeunes le disent bien, d'ailleurs.
ils veulent y aller jusqu'au bout, ils ont envie. Je voudrais, sur ces expériences innovantes, partagées, prendre le regard de Sandra Logier qui est avec nous, qui nous écoute. Oui. Comment vous réagissez? Qu'est-ce que vous retenez de ces deux histoires partagées? Merci beaucoup. C'est vraiment des expériences extraordinaires et qui font vraiment comprendre en fait ce que c'est que cette participation qui serait intégrée à cette relation de soins et de liens. Et bien sûr, ce sont deux expériences assez différentes, mais dans les deux cas, c'est vrai qu'on a aussi une sorte d'attention au parcours de vie des personnes, à leur faire raconter leur vie et à leur faire utiliser en fait cette compétence de vie, d'existence pour penser leur situation actuelle, alors que très souvent, on va considérer que les personnes âgées ou vulnérables ne sont pas finalement très bien placées pour exprimer leurs besoins et revendiquer ce qu'elles veulent. Et donc, dans chaque cas, il y a cette capacité à vraiment les écouter et à leur permettre, en fait, de s'appuyer sur ce récit et cette identité pour présenter cette compétence. Et l'autre point vraiment passionnant, c'est à chaque fois la façon dont cette mise en capacité, à cet empowerment se fait par la médiation d'autres personnes, par les artistes qui vont raconter ta vie et la lier à la vie de maintenant. Et également les enfants ont aidé à réaliser ces vidéos. Et là, il y a cette espèce de décloisonnement qui est aussi très important pour une participation démocratique. Et je trouve que dans les deux cas, il y a vraiment une sorte de réalisation d'un idéal d'égalité où les personnes sont vraiment reconnues comme citoyennes en tant que telles, même dans des situations de vulnérabilité, de difficulté. Et je trouve que dans chaque cas, c'est une grande, c'est vraiment admirable parce qu'il y a vraiment beaucoup d'imagination pour arriver à créer cette situation de participation. Merci beaucoup Sandra et merci à vous quatre pour ces très belles histoires que vous nous avez partagées. On se retrouve tout de suite après le jingle pour un autre projet que nous allons partager autour de ces enjeux d'expertise d'usage. Merci. Alors on parcourt depuis ce matin beaucoup de projets, des projets qui sont en cours, des projets qui ont eu lieu récemment, liés à des appels à projets du coup récents de la CNSA. Mais cette journée, elle va aussi accueillir des projets plus anciens, des projets plus pionniers qui ont été accompagnés par la CNSA il y a quelques années et qui se déploient aujourd'hui à échelle plus large et sous d'autres formes. C'est le cas de ce projet que nous allons évoquer maintenant, qui est aujourd'hui un projet bien connu au niveau national, qui est le projet EPOP. C'est une démarche nationale qui a été engagée en 2021, à l'époque par la ministre Sophie Cluzel, pour massifier le recours à l'intervention pair, aussi bien en entreprise que dans les structures spécialisées. Pour cela, EPOP offre un cadre commun, un cadre sur mesure d'exercice de l'intervention pair, qui aide autant ceux et celles qui veulent partager leur expérience que ceux qui, employeurs ou structures, veulent bénéficier justement de cette expertise-là. Il y a des formations, il y a des cadres juridiques, il y a des annuaires de professionnels qui sont mis en place, qui se déploient pour faire connaître et rendre plus facile le recours à ces intervenants pairs. La démarche, elle a été portée dans sa première phase d'expérimentation par la Croix-Rouge française, avec différents organismes qui ont accompagné, Trisomie 21, l'ADAPT, le FISAP, le CREAI des Hauts-de-France, le GAPAS. Nous allons évoquer cette démarche avec nos 4 invités de cette séquence que je remercie d'être présents, vous 4. Je vais vous présenter. Moustapha Salali, bonjour. Vous êtes coordinateur national de la démarche après avoir contribué à son déploiement dans les Hauts-de-France. Vous êtes intervenant pair vous-même. Maxime Oualliot, vous êtes chef de projet participation des personnes au secrétariat général du comité interministériel du handicap et c'est le secrétariat général qui accompagne ce projet et son déploiement.
déploiement. Clémence Comté, bonjour. Et Anastasia Monchicourt, bonjour. Vous êtes le binôme qui reprend depuis janvier le flambeau de la démarche EPOP dans la région Bourgogne-Franche-Comté. Pour y déployer la dynamique, vous nous direz comment et avec quelle ambition vous portez ça. Je voudrais qu'on commence avec vous, Maxime, pour mieux comprendre à quoi correspond cette démarche nationale qui a été voulue, je le disais, par la ministre de l'époque. Les initiatives de père aidant et d'intervention père, elles existaient déjà à travers la France de manière un peu erratique, mais avec une certaine énergie, un certain dynamisme. Qu'est-ce qu'EPOP voulait apporter à ces initiatives-là et en quoi est-ce pour vous ce que vous qualifiez d'une politique publique véritablement inédite et très originale? Oui, bonjour à tous. Ça partait d'abord d'un constat assez clair que la parole des personnes handicapées dans notre pays est habituellement confisquée et l'expertise des personnes est niée. Elle n'existe pas, elle n'est pas reconnue et elle est difficilement mobilisable. Il y a une accélération, je dirais, depuis 2010, notamment depuis la ratification de la Convention relative aux droits des personnes handicapées par la France, où dans cette convention, il est bien écrit que la participation active des personnes est un des leviers de toutes les transformations que nous avons à mener. Tout ce qu'on a vu aujourd'hui et tout ce qu'on voit aujourd'hui sont le fruit de cette accélération-là, mais on avait besoin d'aller plus loin, on avait besoin d'avoir une vraie stratégie de rupture et de capitaliser sur un projet rassembleur. Vous l'avez dit, effectivement, il existait déjà des choses en France sur cette question de la participation des personnes et du recours à l'intervention par les pairs, PAIRS. On parle de père aidance, on parlait aussi de père émulation, il y a autant de sémantique que de projets quasiment. Donc l'objectif était de rassembler en fait toutes ces initiatives-là autour d'un projet commun et de se demander qu'est-ce qui est finalement commun à tout ça. Les pouvoirs publics ont essayé à plusieurs reprises, depuis à peu près 2016, de rassembler tous ces porteurs d'innovation, mais on se rendait compte qu'on était dans des débats théoriques, parfois même des guerres de chapelle assez idéologiques, sémantiques notamment, et finalement assez peu de concret. Donc on avait besoin d'avoir des organisations qui font vraiment sur le terrain, qui accompagnent des personnes à devenir des intervenants pairs en fonction de ce qu'ils choisissent. J'ai cité quelques exemples, juste pour donner des exemples illustrants à l'époque. Vivre avec un trouble du neurodéveloppement et développer des stratégies d'adaptation sociale, prendre un chien guide, remplir un dossier à la maison départementale des personnes handicapées, choisir une aide technique, avoir une vie amoureuse ou sexuelle contre l'avis de ses parents ou contre l'avis des professionnels. Bref, tout un tas de situations où on peut solliciter parfois l'avis d'un père, de quelqu'un qui vit cette situation, et c'est certainement plus efficace que de solliciter l'avis d'un professionnel. Et donc, on a besoin d'avoir ça en complément. On avait du mal à le développer, mais il y avait une vraie volonté de Céline Poulet, la secrétaire générale du comité interministériel du handicap, et de Virginie Magnan, l'ancienne directrice générale de la CNSA. Et donc, la Croix-Rouge est arrivée avec cette proposition, non pas une proposition de projet supplémentaire, mais une proposition de démarche. Une démarche assez rassembleuse, fédératrice, en capitalisant sur les associations que vous avez citées, en se disant, en fait, on va co-construire quelque chose. Et nous, du côté des pouvoirs publics, on s'est dit, c'est le moment de préfigurer en fait, ce que va devenir la politique publique en confiant les clés aux personnes. C'était vraiment notre point de vigilance, c'était que les clés sont confiées aux personnes. On ne fait pas un label de plus, on ne fait pas un cadre de plus. Voilà, c'est ça exactement. On ne fait pas un cadre de plus. La politique publique, elle est très efficace, mais elle peut être aussi dangereuse. On va créer des cadres, on va créer des cases, et en fait, on va venir réguler des activités qui, là encore, n'existaient pas suffisamment. Donc, on était très vigilants à ne pas venir justement finalement bousculer les initiatives que vous pouvez avoir les personnes ou les empêcher de faire ces initiatives-là. Donc on a tout de suite confié aux personnes, ils le décriront très très bien, le projet co-gouverné avec les personnes concernées, et surtout on leur a dit tout ce que les personnes souhaiteront sera accompagné. Et en fait, on testera. Donc, on avait vraiment voulu avoir 3 ans de tests. Et ça a été très accompagné par la CNSA financièrement, par 2 agences régionales de santé, par la GFIP, par l'OETH. Et c'est assez rare, et c'est en ça que c'est inédit, que des projets de cette ampleur-là soient aussi, je dirais, chouchoutés ou biberonnés par les pouvoirs publics, très accompagnés, légitimés aussi. Et finalement, il y a eu quasiment un partenariat entre ces associations-là et les pouvoirs publics pour travailler justement à atteindre ces objectifs communs. Et
ce qu'on voulait, c'était éviter que ces porteurs de projets courent après des appels à projets, soient encore obligés d'aller courir après des fonds privés. Et on a vraiment capitalisé là-dessus pour établir une méthode et tester auprès des personnes, finalement poser une question très claire aux personnes. Qu'est-ce que vous souhaitez faire? Quand on parle de savoir expérientiel, de quoi vous avez besoin et en quoi les pouvoirs publics peuvent vous aider? Il y a vraiment un esprit, celui de travailler sur le temps long, de travailler aussi en pleine association et avec 2 premières régions, hein, les Hauts-de-France et la Nouvelle-Aquitaine, qui ont servi de territoire d'expérimentation et à chaque fois d'une coordination qui se faisait sur un binôme de personnes concernées et de professionnels pour porter et déployer un peu ce projet. Je voudrais qu'on en parle avec vous, Moustapha, parce que vous avez été au cœur du déploiement du projet dans la région des Hauts-de-France dont vous êtes originaire. Vous avez travaillé plus de 20 ans en ESAT à Amiens et en 2021, vous avez été le premier lauréat de l'incubateur EPOP que la Croix-Rouge française avait mis en place à l'époque. Vous avez décidé de vous lancer dans cette aventure et vous êtes devenu à la suite référent, coordinateur pour les Hauts-de-France du projet que vous avez contribué à déployer. On va revenir un peu sur la manière dont vous avez travaillé dans les Hauts-de-France, mais avant je voudrais savoir en quoi est-ce que l'engagement dans cet incubateur et dans cette démarche l'EPOP, à l'origine en 2021, a représenté pour vous quelque chose d'important, de nouveau, quelque chose qui vous tenait à cœur par rapport à ce que vous faisiez en ESAT? C'est un peu ce que avait dit Maxime au début, c'est-à-dire qu'avant les projets, on a tous fait de l'intervention par les pairs sans donner un nom, sans donner un cadre, sans donner quelque chose de clair. Mais là, on me dit, le projet, plutôt de prendre la photo avec la personne concernée, puis après on lance un projet avec des professionnels, là on met des personnes autour de la table. On va mettre les personnes autour de la table et que les personnes soient à la fois embauchées, parce que ça a été une importance de la part de la CNSA, de la part des politiques publiques, de se dire que les personnes concernées sont autour de la table, mais pas de temps en temps, mais vraiment embauchées. Donc là, avant, mon handicap était, je ne vais pas dire un boulet, mais voilà, ça faisait partie de moi. Maintenant, c'est un atout. Enfin, ça fait bizarre de dire un atout, mais mon handicap est devenu quelque chose de se dire, voilà, mon expérience que j'ai, vous avez indiqué les 23 ans, les plus de 20 ans à l'ESAT, comme je dis souvent, j'ai bac plus 47, parce que 47 c'est mon âge, et donc du coup, j'ai toujours été dans le médico-social, donc maintenant c'est devenu un atout que je peux apporter au quotidien auprès des personnes, mais à la fois en tant que la coordination, mais aussi en tant que les interventions que je fais. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose de très bien, quoi. Oui, il y a donc tout un travail depuis que vous êtes monté et pris les rênes en coordination, là encore en binôme sur les Hauts-de-France, un travail d'intervenant pair que vous faites, et puis un travail de coordinateur aussi. Et ça, il faut prendre son bâton de pèlerin, et puis il faut aller dans cette région qui n'est pas petite des Hauts-de-France, faire connaître le projet, trouver des personnes intéressées, trouver un organisme qui va assurer les formations nécessaires, aller au-devant des employeurs. C'est beaucoup de choses. Comment vous vous y êtes pris pour porter la bonne parole et quel retour vous avez eu? Alors, juste avant de répondre à la question, je veux juste préciser une chose, c'est que je ne suis pas la personne en situation de handicap où tout est autour de moi. On est un binôme, ouais. Que ce soit en Hauts-de-France, que ce soit au national, c'est un binôme. Il n'y a pas de hiérarchie et nos collègues auront l'occasion de l'expliquer, on est un binôme. Alors, pour la réponse la question que vous m'avez posée, c'est que, en fait, il a fallu, comme vous avez dit, prendre le bateau le pèlerin, aller dans les associations, quand on va dans les associations, le but, c'est pas de se dire, on va rencontrer les professionnels, c'est surtout aller rencontrer les personnes en situation de handicap. On est clair qu'on ne se déplace pas si c'est pour rencontrer que le directeur ou les professionnels du médico-social. Mais on se rend compte les personnes en situation de handicap et quel est leur besoin. On n'est pas parti en disant voilà ce qu'on veut, voilà ce que veut mettre en place. On est parti sur quels sont les besoins. Et reprendre un peu ce que disait Maxime tout à l'heure, c'est que avant, chacun regardait son nombril, chacun faisait un peu ce qu'il voulait, ce qui était demandé par les financeurs. Maintenant, le but, c'est pas de se dire que la Croix-Rouge est là pour
et un projet en plus, c'est de se dire comment on peut réunir avec, j'entendais tout à l'heure APF France Handicap, comment on fait avec l'ADAPT, comment on fait avec les CREAI, comment on fait avec les associations et les fédérations pour porter ensemble et arrêtons de faire que du soi, quoi. C'est pas que les associations. C'est ensemble qu'on va y arriver à porter quelque chose de clair. Il y a une vraie ambition qui est celle de massifier un peu le recours à ces interventions pairs. Mais c'est une fois qu'on l'a dit, il faut le faire. Et c'est-à-dire qu'il faut outiller. Et outiller à la fois ceux qui vont être intervenants et ceux qui vont être employeurs. Et dans la réalité, ça pose beaucoup de problèmes. Et vous avez essayé d'offrir, de créer, avec vos collègues d'ailleurs de Nouvelle-Aquitaine, des outils, un annuaire, des outils juridiques pour aider à ça. Quelles problématiques se posaient finalement dans l'embauche finalement d'un intervenant pair, le fait de le trouver, le fait de l'embaucher? Et qu'est-ce que vous avez mis en place à travers cet annuaire et à travers ces outils juridiques? Alors, à travers l'annuaire, le premier problème, ouais, ça a été savoir si on met le nom handicap dessus. C'est un annuaire des intervenants, en fait. Exactement. Des 70 intervenants pairs qu'on a formés, le problème, ça a été de se dire, ben voilà, comment on fait? Comment est-ce qu'on met le handicap? Est-ce que moi, je vais dire Mustapha Salali, tel handicap, 38 opérations, enfin, si je vous donne tous les trucs, c'est un annuaire juste pour moi. Et le truc, c'est de savoir, donc il y a eu un débat avec les personnes. Et parce qu'on n'est pas là juste pour imposer, mais on est là aussi pour écouter les régions, que ce soit les Hauts-de-France ou la Nouvelle-Aquitaine. Il a fallu écouter, il a fallu débattre avec des personnes. Et puis, autour de ça, de se dire que qu'est-ce qu'on met en place l'annuaire? Comment on met... Un annuaire, c'est comme un CV. Donc déjà, l'annuaire, c'est le faire. Et maintenant, quand on fait l'intervention par les pairs, il y a le problème de l'allocation adulte handicapé. Quand vous intervenez... on ne perd pas de l'argent, mais il y a un genre de vase communicant avec les revenus qu'on a au quotidien. Donc là, on a fait un annuaire à travers... on a été cadre juridique, pardon, et on fait un livret juridique. Et on s'est retrouvé avec le livret juridique, avec article machin, enfin vraiment... Pour définir un peu les statuts possibles d'intervention. On a des collègues qui ont créé leur entreprise, on a des associations, on a des CDD d'usage. Si je vous donne tous les choses à faire pour faire cet annuaire, ça aurait été c'est un peu compliqué, mais il y a énormément de choses. Mais le deuxième problème qu'il y a eu, c'est que moi, la première fois que j'ai eu l'annuaire, je l'ai retourné à ma collègue. Le livret juridique. Le livret juridique, parce pardon. Parce que déjà, un livret juridique, et puis c'est lourd à comprendre. Et puis moi, la première fois que je l'ai eu, je me suis retrouvé à me dire, mais je ne comprends rien du tout ce qui est marqué, quoi. Je ne comprends pas. Donc du coup, il a fallu... le mettre en legal design. Il a fallu le mettre en FALC. Parce que c'est bien de faire un annuaire, c'est très bien, un livret juridique, pardon, c'est bien de faire un livret juridique, c'est très bien, on en fait, mais maintenant, il faut que les personnes en situation de handicap le comprennent. Donc, il a fallu travailler avec ça et qu'on puisse le mettre clair. Et c'est tous les positions. Le site internet, c'est pareil, il a fallu que ce soit mis en FALC. Tout doit se faire. On ne pouvait pas créer quelque chose sans qu'il y ait un legal design ou un FALC. Oui, il y a vraiment tout un équipement d'outils. Il y a aussi des groupes de parole qui existent pour que les intervenants pairs échangent entre eux, parce que c'est aussi très important qu'ils partagent leur expérience, ce cadre juridique, cet annuaire. Et là maintenant, du coup, la démarche se déploie dans 2 autres régions, l'Occitanie et la Bourgogne-Franche-Comté, nourrie aussi de tout ce qui a été... porté par ces premières années d'expérimentation, et donc porté en Bourgogne-Franche-Comté, grande région par vous deux. Bon courage. L'ambition est grande et la tâche va être importante. Nastasia, vous êtes psychologue de formation, vous avez travaillé pour le CREAI de votre région. Clémence, vous avez engagé des études à la base de moniteurs éducateurs, participé à un GEM où vous avez pu mobiliser déjà votre expertise de pair. Qu'est-ce qui vous a poussé l'une et l'autre, comme professionnels, comme personnes concernées, à vous engager dans cette mission, dans ce défi-là ?
C'est vrai que moi, tout le long de mon parcours professionnel, en fait, la question à la fois de la prise en compte de la parole, la question du développement des outils de communication des personnes, la question de la participation, c'est toujours quelque chose qui a été vraiment dans ma ligne de conduite, que ce soit en tant que psychologue en établissement médico-social ou au CREAI après quand j'ai été formatrice, ça a vraiment toujours été quelque chose qui m'a toujours portée. Et puis ensuite, j'ai pu commencer à mettre en place sur la région Bourgogne-Franche-Comté les centres ressources Intimagir sur les questions de vie affective, sexuelle, parentalité, lutte contre les violences avec et pour les personnes en situation de handicap. Et c'est vrai que dans ce cadre-là, on a mis en place des formations en fait de formateurs pairs, voilà, qui donc aujourd'hui interviennent régulièrement. Et c'est là en fait où moi je me suis vraiment rendu compte de la richesse de la question de l'intervention par les pairs. Et c'est vrai que quand j'ai entendu parler de ce qu'était la démarche EPOP, en effet sur les autres régions, et que ça arrivait en Bourgogne-Franche-Comté, voilà, automatiquement j'ai eu envie de me lancer dans cette aventure. Et c'est vrai que, voilà, parce que cette aventure vraiment pour moi c'est faire entendre les savoirs expérientiels. Et en effet, comme on le disait, c'est des choses qui existent déjà, mais qui sont en fait très peu visibles. Et moi, je trouvais très dommage qu'en fait, la société se prive de savoirs qui existent, mais qui sont finalement pas utilisés, qui peuvent servir à tout le monde. Et voilà, vraiment, l'idée, c'est d'écouter les premiers sachants sur la question du handicap. Et voilà, aujourd'hui, je suis fière de participer à cette démarche avec Clémence. Clémence. Et donc moi, j'ai entamé la réflexion autour de l'intervention par les pairs quand j'étais en études de moniteur éducateur. C'est vrai que ça a fait partie de mes écrits et puis dans les activités éducatives que je pouvais proposer en études, je me suis interrogée sur la question de l'intervention par les pairs et du recours au savoir expérientiel. Et en parallèle de mes études, j'ai je suis adhérente, j'ai été et je suis toujours adhérente dans un GEM. Et c'est vrai que de recevoir le savoir expérientiel des autres, eh bien, ça m'a donné en tout cas du pouvoir d'agir sur ma situation et de donner et de transmettre mon savoir expérientiel, ça m'a donné confiance en moi. Donc c'est vrai que ça a été, si vous voulez, l'expérience du GEM est très salvatrice dans mon parcours. Et quand j'ai entendu parler de la démarche EPOP, ça me paraissait évident en fait, de m'engager dans cette démarche-là parce que c'était vraiment un prolongement pour moi d'une réflexion que j'avais déjà engagée et puis un prolongement au niveau de mes engagements personnels. Comme vous êtes sur la démarche et son déploiement depuis janvier, alors pas sur toute la Bourgogne-Franche-Comté, vous commencez par quelques départements. Comment est-ce que vous y travaillez et quel premier retour vous avez des employeurs sur ce nouveau champ de collaboration ? On fait un gros travail d'aller vers. Bon, c'est vrai qu'on a beaucoup contacté les structures par mail et par téléphone. On fait aussi beaucoup de représentations dans les structures, alors que ce soit face à des personnes concernées ou des professionnels. Et puis en parallèle de ça, on a recruté l'organisme de formation et on va prochainement recruter les candidats à la formation intervenant pairs et référents de l'intervention par les pairs. Oui, pour compléter du coup ce que dit Clément, c'est vrai que pour le moment, on rencontre des personnes qui sont plutôt assez convaincues de cette démarche. Soit ils nous contactent directement, soit ils répondent à nos sollicitations. Mais c'est vrai que comme on commence, pour l'instant, on arrive devant des gens plutôt convaincus. Ça nous est arrivé d'aller parler finalement d'aller défendre, on va dire, les idées portées par EPOP à des endroits où on ne nous attendait pas pour une présentation. Donc on était peut-être un peu en décalage par rapport à ce qu'ils pouvaient attendre. Et là, on a pu voir un peu plus parfois de réticence. Alors c'était auprès de certains établissements médico-sociaux, voilà, où on nous disait soit c'est déjà fait, on le fait déjà, ce que vous proposez. Alors que souvent, ce qui est fait, c'est plutôt du côté de la paire aidance, un peu moins sur les autres formes d'intervention par les pairs. Et puis c'est vrai que quand on va aller chercher un peu plus loin en disant peut-être qu'on pourrait imaginer des personnes accompagnées par les établissements médico-sociaux qui viendraient participer au recrutement des professionnels qui travaillent dans ces établissements. Bon, voilà, là, on voit qu'en tout cas pour certains établissements, je ne dis pas que c'est pour tous, mais on voit qu'il reste encore du chemin à faire. Voilà.
Et puis peut-être pour parler aussi du milieu ordinaire, pour le moment on est aussi plutôt bien accueillis, mais j'ai l'impression, en tout cas c'est mon analyse d'aujourd'hui, peut-être que ça changera, mais que dans le milieu ordinaire, comme ils sont très loin de la question du handicap, et que du coup quand ils souhaitent qu'on les aide sur cette démarche-là, ça leur paraît assez logique que ce soit les premiers concernés qui arrivent. Donc voilà, du coup pour l'instant ça se passe plutôt bien. Une des spécificités, c'est le binôme, ce binôme qui fait la coordination. Comment est-ce qu'il fonctionne et comment vous construisez votre complémentarité dans ce grand défi que vous avez à porter l'une et l'autre? En fait, donc ça commence que depuis janvier 2024. Ouais. C'est tout nouveau. Donc au début, avec Clémence, on a tout fait à deux. Voilà, on a tout construit ensemble pendant les premiers mois, on va dire, en tout cas beaucoup de premières semaines, des premières semaines. Et puis après, la répartition en fait s'est faite assez naturellement en fonction des compétences et des appétences qu'on avait chacune. Mais c'est vrai que moi, par rapport à la question du savoir expérientiel de Clémence, je vois bien à quel point il est précieux. J'espère qu'on est toutes les deux très attentives à la question des besoins spécifiques des intervenants pairs qu'on a rencontrés ou des futurs intervenants pairs qu'on va accompagner. Mais je crois que le savoir expérientiel de Clémence nous permet d'y répondre au plus juste. Et au-delà peut-être de notre binôme, au Créail, ça nous a permis de repenser aussi la manière dont on travaillait, en particulier dans nos réunions, le rythme des réunions, essayer de ne pas se couper la parole, etc. C'est vrai que vraiment le fait d'avoir quelqu'un avec un savoir expérientiel, je trouve, sert vraiment à tous. Clémence? Et moi, je pense que l'avantage de notre binôme et puis le point fort de notre binôme, en fait, ça réside beaucoup dans le dialogue. Je sais que je me sens suffisamment en confiance pour exprimer mes besoins et puis pour demander le regard expert, parce que je trouve que Nastasia a aussi un regard expert sur mes aménagements de poste. Donc voilà, ça c'est vraiment un des points forts et je trouve aussi qu'on a un travail aussi complémentaire. Alors moi, c'est vrai que je suis plutôt sur la partie représentation. Je fais un travail de fourmi, c'est-à-dire que je vais fouiller ci et là les structures qui existent, les démarcher. Nastasia, elle a plutôt un rôle de stratégie, un gros travail partenarial, donc on arrive vraiment à trouver des missions respectives, mais qui se complémentent très bien. Ça se complète bien. Un petit mot, Maxime, sur ce déploiement qui se prolonge, se poursuit. Comment il va s'opérer et est-ce que le dispositif va évoluer a priori? Oui, la Conférence nationale du handicap a annoncé le déploiement à toutes les régions de ce type de dispositif pour soutenir l'intervention par les pairs, vous l'avez dit tout à l'heure, soutenir à la fois du côté de l'offre d'intervention pair, former des intervenants pairs qui le souhaitent, les conseiller, les soutenir dans leur parcours et leurs projets. Mustapha l'a décrit, aussi donner des conseils techniques, juridiques, etc., en fonction de ce que les personnes souhaitent faire. Monter une entreprise de conseil en accessibilité, une association de défense des droits, une auto-entreprise, rester bénévole, etc. Et donc ça, c'est vraiment le premier objectif, c'est de soutenir les intervenants pairs. Et les autres, c'est pour ça que c'était très intéressant de préfigurer pendant 3 ans, parce qu'aujourd'hui, on va monter des cahiers des charges, on va faire de la politique publique, comme on sait faire, mais on est éclairé par l'expérience. Et donc, on sait qu'on va pouvoir faire évoluer des choses. D'ailleurs, rien ne sera figé à partir d'aujourd'hui, mais on sait qu'on peut capitaliser sur un certain nombre de réussites. La question des binômes, par exemple, est une réussite, et ça va continuer. Il va falloir certainement aller plus loin sur la coopération avec les personnes concernées. Il faudra aussi certainement faire un effort, et ça va être probablement un des défis, un des challenges, de sortir du médico-social, de ne pas trop se concentrer sur les actions à l'intérieur des établissements et services médico-sociaux, mais plutôt de profiter de l'élan des intervenants pairs pour justement déployer l'intervention par les pairs partout, et appuyer aussi la politique publique. Nastasia parlait des centres ressources Intim'Agir. Eh bien voilà, une politique publique qui se déploie, on
doit associer les personnes concernées à tous les échelons, de la gouvernance jusqu'à l'accompagnement. Et la question qu'on va se poser, c'est où est-ce qu'on les trouve, les personnes. On peut trouver dans les associations, évidemment, mais les associations ont un rôle de plaidoyer, c'est pas forcément le même rôle. Et donc, voilà, on peut former des intervenants pairs, on a de la méthode, on sait comment faire, et puis on a surtout les personnes qui peuvent nous conseiller et nous dire, là, vous êtes en train de faire n'importe quoi, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Donc, on a aussi, dans chaque région, on aura ce type de dispositif, inspiré des POP, mais aussi inspiré d'autres projets, et qui auront à la fois des actions à mettre en œuvre très précises, qui seront évaluées et qui seront en lien avec tout le reste de la politique publique, mais qui seront aussi garants d'un cadre éthique d'une certaine façon, et qui seront là aussi pour accompagner tous ceux qui veulent organiser la participation des personnes. On a entendu tout à l'heure des projets autour d'agences régionales de santé qui voulaient monter des comités usagers, de MDPH qui veulent s'appuyer sur des réseaux de personnes. Il y a tout un tas de projets en France qui existent, qui ont existé par le passé. Aujourd'hui, l'avantage, c'est qu'ils auront un binôme d'experts sur lequel s'appuyer, qui peut apporter de la méthodologie, qui peut apporter des réseaux d'intervenants pairs, de personnes concernées, d'associations qui viendront étayer et appuyer cette participation des personnes pour qu'enfin on sorte des débats un peu trop théoriques et qu'on passe au concret. Un dernier petit mot, Moustapha, un conseil à vos collègues là, qui reprennent le flambeau en Bourgogne-Franche-Comté. Qu'est-ce que vous leur diriez comme conseil, comme vigilance peut-être ? Heureusement, je pense que je n'ai pas attendu aujourd'hui pour les conseiller, mais j'entendais tout à l'heure les portes qui commencent un peu à se fermer. Enfin, c'est pas fermé, mais qui se disent « mais on l'a déjà fait ». Je pense, déjà, je pense qu'ils n'ont pas besoin de conseils parce que c'est un super binôme qui peut apporter énormément. Et de deux, on a eu des portes qui se sont fermées quand j'ai bossé en région. On a eu des portes des personnes qui nous ont dit oui, on le fait déjà. C'est un peu, on vous a pas attendu. Mais en fait, nous, ce qu'on dit, c'est que on pose un cadre et que arrêtons de travailler chacun pour soi et travaillons ensemble autour d'un projet commun. Et de deux, enfin, ouais, c'est ça. Il n'y a pas de deux, mais arrêtons de travailler. Et puis l'importance du binôme. On parle souvent de l'intervenant pair, mais l'importance du binôme, il est très important qu'il y ait une osmose entre les deux et puis qu'ils soient écoutés. Et l'un ne va pas sans l'autre et l'un n'est pas au-dessus de l'autre. C'est pas parce qu'on parle de l'intervention par les pairs que c'est l'intervenant pair qui est au-dessus hiérarchie, ou c'est pas parce qu'on parle de... Enfin, on est accompagné par des responsables de projet. Voilà, c'est... Le binôme est très important, et que ce soit au national, parce qu'il y a besoin aussi d'un binôme national, mais aussi dans les régions. Merci beaucoup, merci Moustapha pour ces conseils, merci à vous quatre pour ces éclairages sur EPOP. On va se retrouver tout de suite pour la dernière séquence, une séquence où on va parler de la citoyenneté, la manière dont ces politiques de participation, ces démarches peuvent aider à augmenter, à affirmer la citoyenneté au quotidien. On se retrouve tout de suite pour cela.